Bonjour, je suis Stéphane Gaillot, géoarchéologue au service archéologique de la ville de Lyon depuis une vingtaine d'années. Les géoarchéologues s'intéressent au processus de formation des couches archéologiques dans lesquelles s'inscrivent les vestiges proprement dits, comme des bâtiments, des chaussées, des objets, etc. Comme certains de ces niveaux ont été mis en place par des agents naturels, on peut penser à l'eau, au vent, à des glissements de terrain, et que les vestiges ont pu être déformés, voire détruits par ces agents, au moment de catastrophes naturelles, là on peut penser à des tremblements de terre, le volcanisme, des grosses crues, eh bien les géoarchéologues doivent bien connaître les risques associés à tel ou tel site ou à tel ou tel territoire. Voici le plan de ma présentation avec une première partie consacrée à la définition du territoire, de la période d'étude et des méthodes, et une seconde portant sur les risques naturels, illustrés par des événements morphogènes, c'est-à-dire au cours desquels les formes de terrain vont changer, des catastrophes, des périodes climatiques exceptionnelles, des accidents, etc. Commençons par le territoire qui, comme on le voit sur cette carte du relief, correspond à Lyon et à ses proches environs, on peut parler de ses campagnes, soit un espace d'à peu près 300 km². On note, en adoptant une grille de lecture, une optique portée sur les risques naturels, d'abord l'importance des cours d'eau, avec évidemment le Rhône et la Saône, mais aussi leurs petits affluents, parfois aujourd'hui busés et souterrains, et du coup invisibles dans le paysage urbain. Ces cours d'eau, les grands comme les petits, sont évidemment associés au risque d'inondation. Vous avez ici en haut à gauche la photo d'une crue récente du Rhône, en février 2018, et en dessous celle de la rue de la Rise à Lyon ou à Villeurbanne, en rive gauche du Rhône, indiquant bien que la rivière passait par là avant d'être enterrée. Le second facteur géographique remarquable est la présence de versants qui, s'ils ne sont pas très longs, puisque les collines lyonnaises, Croix-Rousse et Fourvière principalement, ne sont pas très élevées, sont souvent très raides. On associe évidemment ces versants au risque de glissement de terrain et autres éboulements, et on a en bas à droite la photo du versant de la colline de Fourvière, juste en dessous de la basilique, qui surplombe, comme on le voit, la presqu'île et la colline de la Croix-Rousse en arrière-plan et qui est très très raide. À propos de la période d'étude maintenant, elle commence logiquement avec les premières occupations qui datent de l'épipaléolithique. Nous nous situons ici, à la préhistoire, entre environ 9005 et 12000 avant Jésus-Christ. Sachant que le plus ancien mouvement de terrain identifié date seulement entre guillemets du néolithique, soit il y a environ entre 2200 et 5500 avant Jésus-Christ. Il s'agit, comme on le voit ici, d'une série de coulées de boue très caillouteuses mises au jour à Vèze, le secteur le plus anciennement occupé de la ville, par nos collègues de l'INRAP. La période d'étude se termine avec la fin du petit âge glaciaire, cette époque de refroidissement climatique qui a touché l'Europe entre la fin du Moyen Âge, environ 1350, et la fin du XIXe siècle. À Lyon, le très rude hiver 1889-1890 marque la fin de cette période. On voit ici la gravure correspondant à un très spectaculaire englacement de la Saône du côté de Vèze, avec l'île Barbe en arrière-plan sous la flèche rouge et, dans le cercle rouge, la silhouette d'un homme donnant l'échelle. L'épaisseur de glace a atteint cette année-là parfois plus de 5 mètres. En termes de méthode maintenant, on associe une approche archéologique basée sur l'interprétation de terrain des traces physiques laissées par les événements naturels et une approche historique basée sur la recherche documentaire portant sur le risque et les catastrophes naturelles, avec des articles, des chroniques comme celle que l'on voit à gauche, des documents d'archives trouvés notamment évidemment aux archives municipales de Lyon, la photo de droite, etc. Voici maintenant la photo d'une coupe stratigraphique qui permet de voir comment on identifie et date un niveau archéologique correspondant à une catastrophe naturelle. Nous sommes ici au 16 rue Bourgelat, sur la presqu'île, pas très loin de la rive gauche de la Saône, comme on la voit sur la vignette en haut à droite. La flèche rouge indique une accumulation d'une quarantaine de centimètres d'épaisseur de sable jaunâtre déposé par la rivière à l'occasion d'une de ces fortes crues. Ce dépôt de crue vient recouvrir d'épaisses couches d'occupation d'environ 1 mètre, plus sombre et riche en matériel archéologique, et daté du 1er siècle après Jésus-Christ. Le niveau de débordement est enfin recouvert par un second niveau d'occupation, toujours antique,
qui indique que les habitants sont revenus s'installer après avoir subi la crue. Vous avez à droite la photo du phénomène équivalent tel qu'il se produit encore aujourd'hui, avec le nettoyage de l'immonde débordement d'une crue de la Saône venue recouvrir la promenade piétonne. Nous sommes un peu en amont du site archéologique, dans le défilé de Pierre Cise. Ici maintenant 2 autres exemples de dépôts naturels que l'on pourra identifier en archéologie, avec d'abord à gauche une accumulation de sable et de gravier venus recouvrir de jeunes pousses de blé dans un champ de l'ouest lyonnais suite à un gros orage. On parle de colluvionnement de versants, et à droite un arbre écroulé, on parle de chablis, suite à un fort coup de vent. Rappelons que la tempête de décembre 1999 aurait provoqué l'écroulement de 60 millions d'arbres en France. Eh bien le déracinement va fermer une fosse, sous la flèche rouge, qui, même si elle va se combler rapidement, restera parfois identifiable plusieurs dizaines, centaines, voire milliers d'années après que l'événement ait eu lieu. Notons que le bâti, auquel s'intéressent aussi les géoarchéologues, peut, de par ses déformations, on parle de désordre, se prêter à une interprétation liée au risque naturel. Ici à gauche, la porte d'entrée gothique d'une maison du Vieux-Lyon, place du Change, quartier à la fois proche de la Saône et du bas de la colline de Fourvière. Il est évident que la porte n'a pas été construite comme ça et a subi une déformation. Et on peut se demander quelle est l'origine de ce désordre. Malfaçon liée à la construction ou conséquence d'un phénomène naturel? Si c'est le cas, à quoi peut-on penser? Inondation ou mouvement de versant, évidemment, compte tenu de la localisation de l'ouvrage, mais aussi, pourquoi pas, un tremblement de terre. Ici, à droite, la section effondrée d'un des 4 aqueducs antiques lyonnais. Nous sommes à Saucieux-en-Jarret, dans l'ouest lyonnais, comme on le voit sur la vignette. Eh bien, on a quelques raisons de penser que ce type de destruction peut être lié à un ou à des tremblements de terre. Un procès du XIVe siècle qui opposait 2 voisins, un chez qui était un tronçon d'aqueduc, l'autre chez qui s'était écroulé un morceau de l'ouvrage, mentionne que le premier signalait au second que « il n'y avait pas d'aqueduc sur votre terrain, ils y sont tombés par accident à la suite d'un tremblement de terre, vous ne pouvez pas m'opposer le droit d'accession ». In fine, nous avons identifié un peu plus de 280 événements naturels liés au risque que nous avons classés par catégorie, avec ici sur le graphique, à gauche et de bas en haut les catégories, et en bas de gauche à droite, le nombre d'événements par catégorie. Ce qui me semble intéressant, c'est la diversité des risques, avec évidemment des choses attendues, les crues, les mouvements de terrain, on l'a vu liés à la topographie locale, mais aussi des choses plus étonnantes comme les séismes, dont on vient un peu de parler, des pluies de boue, les débâcles glaciaires que l'on va détailler dans un instant, ou encore le volcanisme. Avec, à propos de ce phénomène, le rappel de ce qui s'est passé au printemps 2010, quand l'espace aérien a été fermé pendant plusieurs jours au-dessus de l'Europe et de Lyon à cause des fumées du volcan Eyjafjall en Islande, pourtant distant de 2500 km environ. Eh bien, un volcan voisin, le Laki, que vous voyez ici en photo, en haut à gauche, a fait éruption le 8 juin 1783 et, pendant 8 mois, a libéré des gaz soufrés toxiques qui se sont échappés dans l'atmosphère et ont voyagé jusqu'en France. Dès le 13 juin 1783, le curé de Cogny, alors Cogny c'est un petit village situé à l'ouest de Villefranche-sur-Saône, donc pas très loin de Lyon, eh bien ce curé signale des brouillards très épais qui vont régner pendant 6 semaines dans le Lyonnais. À Lyon proprement dit, en septembre 1783, la surmortalité sera de l'ordre de 30% et même de 75% chez les enfants, comme le montre par exemple l'étude des registres paroissiaux de Saint-Nizier, dont on voit un exemple ici. Il s'agit du répertoire des enterrements pour l'année 1783, fait par le trésorier du chapitre de Saint-Nizier. Passons maintenant aux brouillards, qui sont fameux à Lyon. Vous avez en haut à droite une photo de scène de brouillard, et qui caractérisait la ville dès l'Antiquité, puisque Sidoine Apollinaire, un évêque du milieu du 5e siècle, les signale dans une lettre à un de ses amis, dans laquelle il écrit « Tu me reproches les brouillards de ma ville de Lyon, et tu déplores que le jour, masqué par la brume du matin, ne se dévoile pour nous qu'avec peine sous la chaleur de midi.
Le brouillard a parfois représenté un vrai risque naturel en détruisant par exemple des cultures dans les campagnes qui alimentaient Lyon. Ainsi en 1759 à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, et d'après le registre paroissial, il n'y aura point du tout de fèves la présente année à cause d'un brouillard qui a gâté les fleurs. On pense évidemment qu'il s'agissait d'un brouillard givrant. Enfin, et même si c'est plus anecdotique, il a provoqué des accidents, par exemple celui du 14 décembre 1848 quand, en fin d'après-midi, une diligence tombe dans le Rhône à la hauteur de la prison Saint-Joseph, partant d'épais brouillards. Les 2 chevaux se noient, le laquais, le cocher et les 2 passagers sont sains et saufs. Passons maintenant aux tempêtes, qui peuvent laisser d'importantes traces de terrain par l'intermédiaire des écroulements d'arbres. Vous avez ici en haut à gauche une seconde photo de Chablis qui montre l'importance du déracinement. Et à droite et en bas la photo et la coupe stratigraphique d'une fosse à la forme caractéristique. On parle de fosse en banane, c'est la forme grisâtre que l'on voit sur la photo, signalant l'écroulement d'un arbre. Ces observations, réalisées au 31 rue Gorge de Loup à Vèze, indiquent très possiblement le passage d'une tempête datée de l'âge du bronze final ou du premier âge du fer, soit il y a environ 3000 ans. On a aussi d'assez nombreux témoignages historiques de tempêtes détruisant cette fois des bâtiments à Lyon, ce qui donne encore une grille de lecture pour des bâtiments trouvés effondrés lors de fouilles archéologiques. Ainsi, le 5 juillet 1495, une violente tempête telle que de mémoire d'homme on en vit de pareille ravagea la ville et ses faubourgs, ruinant de fond en comble certains quartiers. Vous avez à droite une vue de Lyon extraite du plan scénographique qui date du milieu du XVIe siècle et qui permet de voir à quoi ressemblait ce quartier de la ville, on est dans la presqu'île. Et ce qui est intéressant, c'est d'y voir la fréquence des arbres, dont on a vu qu'ils sont très sensibles aux vents violents. Enfin, en termes d'accidents mortels dus aux tempêtes, citons parmi d'autres celui du 14 juillet 1758, quand à Vaux-en-Velin, le tonnerre écrasa sous un noyer pères, femmes enceintes et autres de leurs enfants, comme on peut le voir dans les registres. De gros orages ont régulièrement affecté le territoire, provoquant ruissellement, coulées de boue, destruction de récoltes, notamment en cas de grêle, incendies quand ces orages étaient accompagnés de foudres et d'éclairs, voire foudroiement. On trouve souvent le terme ancien éluidé qui signifie avoir des éclairs dans les archives. Pour commencer, sur cette vue à gauche, la situation lors d'un gros orage à Vèze, sur un chantier archéologique d'ailleurs. On voit à la couleur des eaux que des boues sont transportées dans des rigoles d'écoulement et iront s'amasser dans des creux à la fin de l'orage. Ce sont ces dépôts boueux qui pourront être identifiés bien plus tard sur des chantiers archéologiques. Ça a par exemple été le cas, il y a quelques années, en contrebas direct du théâtre antique sur le versant de la colline de Fourvière, où, comme on le voit sur la photo, une chaussée datée du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ conservait les empreintes de roues, de sabots et de chaussures imprimées dans la boue, mises en place par un gros orage. Notons la mention fréquente de dégâts occasionnés par la grêle dans la documentation historique à propos de Lyon et de ses campagnes. Ici l'exemple assez détaillé du 5 juillet 1788, quand, dans le Lyonnais, une grêle des plus extraordinaires a saccagé toute leur récolte, les légumes et les pommes de terre sont ravagés, les arbres sont dépouillés de feuilles et de fruits, et plusieurs sont déracinés et fracassés. Les vignes ont tellement été frappées qu'elles sont hors d'état de nuire de plusieurs années. Vous avez à gauche une vue cavalière de l'Est lyonnais. On est en rive gauche du Rhône, c'est actuellement Villeurbanne, les Brotteaux, la Guillotière. Cette vue date du XVIIe siècle et montre bien l'étendue des cultures dans ces anciennes campagnes lyonnaises et la sensibilité des récoltes à la grêle. Notons que la foudre a aussi provoqué des incendies, comme l'indique par exemple cette archive datée de juillet 1828 quand, à la suite d'un violent orage, le tonnerre est tombé au Petit Brotteau près de la Guillotière sur une maison nouvellement construite et l'a consumée. Ce type d'indication permet de s'interroger sur l'origine de niveaux d'incendie mis au jour sur des chantiers archéologiques, ce qui est assez fréquent. Vous avez maintenant 2 photos, une d'ensemble à gauche, une de détail à droite, du site du 22 rue Jarente, au sud de la presqu'île. Il s'agit des niveaux d'incendie d'une domus antique, très charbonneux et noirâtre, ou rougeâtre et rubéfié à cause de la chaleur. L'incendie, dont la foudre est peut-être à l'origine,
c'est en tout cas une hypothèse aussi valable que d'autres, est ici datée du 1er siècle après Jésus-Christ. Les épisodes de grand froid maintenant ont sans aucun doute profondément marqué les Lyonnais, notamment au petit âge glaciaire dont on a parlé en introduction. Aujourd'hui, entre le dérèglement climatique et l'îlot de chaleur urbain, et même si des épisodes sévères arrivent de temps en temps, on a sans doute tendance à sous-estimer les conséquences qu'avaient ces grands froids sur les populations anciennes. Nous avons d'abord de nombreux témoignages de destruction de récoltes, de maladies et de décès liés aux épisodes de froid, comme ici ce qui se passa le 3 mai 1491 quand le vent du nord se mit à souffler et dura jusqu'au 5e jour de mai. Il fut si froid que les noyers et les vignes furent entièrement gelés dans presque tout ce pays lyonnais. Puis ici l'épisode de février 1555 quand, en ce temps fut la lune merveilleusement froide et étrange, tellement qu'elle engendra plusieurs maladies, dont les uns moururent et les autres échappèrent, et fit quelque peu de mal aux vignes. On sait aussi qu'au cours de ces épisodes de très fort froid, les cours d'eau gelaient. Au milieu du XIXe siècle, d'ailleurs, la Saône n'était plus navigable en moyenne 10 à 11 jours par an, un peu moins pour le Rhône qui, plus torrentueux, gelait moins souvent. Vous avez ici 4 vues contemporaines de ces épisodes d'engellement, avec notamment, en bas à droite, la scène d'une séance de patinage sur le Rhône en février 1929. Une des graves conséquences de ces types d'épisodes était évidemment l'arrêt de l'approvisionnement fluvial, avec la menace de disette, voire de famine, dont on a ce témoignage pour l'année 1500, quand les froidures furent si merveilleuses en tout ce pays de Lyonnais que la rivière de Saône fut entièrement gelée depuis Lyon jusqu'à Mâcon, de manière que le commerce par eau était arrêté et ne pouvait venir vivre ni autre denrée. Le gel occasionnait aussi le blocage des moulins à eau qui permettaient de moudre la farine et donc qui avait une grande importance économique et sociale. On voit ici un moulin sur le Rhône à Saint-Clair au XVIIIe siècle, mais il y en avait aussi sur la Saône et sur les petits affluents de ces deux cours d'eau. Avec, ici à droite, ce témoignage à propos de l'hiver 1789 quand, le 13 janvier, le lieutenant général de la police de Lyon, un nommé Ray, vint à bout de faire aller 4 moulins sur le Rhône en entretenant nuit et jour un nombre suffisamment d'hommes pour casser les glaces, et on peut dire que sans la vigilance et les peines qu'il s'est données, nous aurions manqué de tout. À propos des moulins situés sur des petits affluents du Rhône et de la Saône, vous avez ici, à droite, la meule du moulin de la Treille, situé sous l'actuel cinéma Patévez, visible sur la photo de gauche, site fouillé il y a quelques années. L'existence de ce moulin est attestée à la fin du XIVe siècle, et on doit considérer qu'au moment de ces forts épisodes de gel, ce type d'ouvrage hydraulique était à l'arrêt. Alors le dégel de ces cours d'eau pouvait enfin provoquer de graves dégâts, voire la destruction de ponts, quand des blocs de glace, parfois de la longueur de l'église de Notre-Dame, ça c'est tiré d'une archive du XVIIe siècle, se précipitaient sur ces ponts, qui étaient bien souvent en partie, en tout cas en bois. Alors, si vous voulez voir à quoi ressemble la destruction actuelle d'un pont par la glace, je vous invite à aller sur YouTube et à faire une recherche avec Bridge Destroyed by Ice et vous aurez des exemples spectaculaires de ce type d'épisode. Parmi les témoignages historiques de telles destructions, voici l'exemple du pont Serein, actuel pont Maréchal Koenig sur la Saône, dont on voit d'abord une gravure datée du milieu du XVIIIe siècle. Nous sommes dans le défilé très étroit de Pierre Cise, et l'on voit par exemple que le pont est en partie en bois. Eh bien, en 1789, la débâcle de la Saône arriva le 15 janvier. À midi et 10 minutes, la masse de glace renversa en entier le pont Serein, formé de cette arche. Ces glaces, chassant les pilotis entiers, soulevèrent le pont qui eut sa chute du côté amont. Avoir connaissance de tels phénomènes permet aux géoarchéologues de proposer des hypothèses archéologiques. Vous avez ici à gauche la photo des blocs effondrés de la voûte de l'ancien pont du Change, mis au jour très récemment sur le chantier du parking Saint-Antoine, en rive gauche de la Saône. On voit que ces blocs, tombés verticalement, écrasent un tronc flotté, à droite de la flèche rouge, qui semble s'être encastré sous le pont. On peut imaginer que ces blocs se sont effondrés à l'occasion d'une débâcle glaciaire, au cours de laquelle des glaces et des troncs se seraient accumulés contre le pont. Tout cela est en cours de datation et d'étude.
Tout comme pour les grands froids, les très fortes chaleurs ont évidemment eu des impacts forts sur la population lyonnaise et notamment sur l'état des récoltes dans les proches campagnes de la ville. Nous avons ici un premier témoignage historique, certes un peu long mais très explicite, datant de 1504 quand fut une grande famine et disette de tout fruit, l'or survenu, et de laquelle moururent plusieurs milliers d'âmes tant à la ville qu'aux champs, et qui fut commencée par une sécheresse dès le mois de mars, à l'occasion de laquelle l'on ne put semer les petits blés, les autres demeurèrent en terre, sans venir à maturité, et furent les rivières et les fontaines et ruisseaux tellement taris que les bêtes mouraient de soif par les champs, et les chiens enrageaient. Donc un témoignage assez poignant de la situation en 1504, avec, à droite et à seul titre d'illustration, une gravure datant de 1493, montrant l'aspect qu'avait la ville à cette époque. Je porte à ce propos à votre attention que, comme pour beaucoup d'événements climatiques catastrophiques ou gênants, les populations n'avaient guère d'autres explications et solutions que d'ordre religieuse. Des prières, des précessions par exemple. Ainsi, en 1839, y eut-il des prières publiques pour obtenir la pluie ad petendam pluviam, à la vue de nos campagnes brûlées par un soleil ardent. Le cultivateur de ces champs arides et celui qui les possède sont portés au murmure contre la divine providence qui permet, ou plutôt qui envoie, cette calamité. Notons enfin que même s'il y a des manifestations physiques à la sécheresse, tel ce sol argileux craquelé, ce qui est courant en été, eh bien ces épisodes sont quasi indétectables en archéologie. En effet, la terre se réhydrate à l'occasion des pluies, ou elle est retravaillée quand il s'agissait de champs, ce qui fait que les traces physiques ne seront pas conservées. Je terminerai à propos des canicules par cet exemple étonnant de la combustion spontanée du marais des Échets, une ancienne tourbière située un peu au nord de Lyon, comme on le voit sur la carte. Eh bien, en 1762, la sécheresse a donné lieu à un effet semblable. Le marais qu'on nomme les Échets ayant été desséché, la terre s'est enflammée et le feu s'est prolongé dans un grand espace de terrain. Les terres qui se sont enflammées étaient vraisemblablement des fondrières ou espèces de tourbes composées de détriments de végétaux combustibles par nature. Venons-en maintenant aux crues. Je vous rappelle qu'on a vu en introduction à quoi ressemblaient les dépôts de crues archéologiques, ceux mis en évidence en l'occurrence sur le site de la rue Bourgelat dans la Presqu'île. Secteur évidemment très concerné par ce type de dépôt et de risque car soumis au débordement du Rhône et de la Saône. On sait par exemple par les archives qu'en 1492 le Rhône rejoignait la Saône place des Célestins, qu'en 1570 la jonction se faisait place des Cordeliers, qu'en 1711 c'était sur la place Bellecour, et qu'en 1840 enfin la Saône traversait la Presqu'île d'ouest en est pour se jeter très violemment dans le Rhône à l'aval de l'église des Cordeliers. Elle ravinait au passage un ancien cimetière dont elle déterrait et charriait les squelettes. On connaît aussi, plus par les découvertes archéologiques que par les archives d'ailleurs, le cas des crues ou des changements de tracé de petits affluents du Rhône et de la Saône qui ne sont plus forcément visibles aujourd'hui. Nous sommes ici rue de Bourgogne, soit en plein cœur de la plaine de Vèze, et nous voyons l'exemple du ruisseau des Planches, la trace jaunâtre claire sur la photo, venue raviner le terrain, sans doute au XVe et XVIe siècle. Il ravinait aussi une chaussée, en arrière-plan les cailloutis noirâtres, ce qui a nécessité la mise en place d'un passage à gué, les grosses dalles de pierre que l'on voit au premier plan. Ici à Vèze encore, mais rue Bergeon, c'est-à-dire à proximité du versant, comme on le voit sur la vignette, une photo d'ambiance qui montre un archéologue devant un niveau caillouteux qui ravine le sol et traverse le sondage, puisqu'on voit en effet devant et derrière l'archéologue, et qui peut correspondre à un dépôt torrentiel. Ici sur le même site, mais dans un autre sondage, l'entaille et le remplissage très caillouteux d'un petit torrent venu raviner les terrains, alors sans doute agricoles. La datation de cet épisode n'est pas très précise, on est entre le XIe et le XVIIe siècle, c'est assez difficile de dater ces petits torrents, mais la fouille date d'il y a quelques années, on était en 2010, et on a aujourd'hui de nouvelles méthodes pour dater ce type de dépôt. Enfin, et pour conclure, la mention datée de 1671 d'une crue d'un des petits cours d'eau traversant Vèze, quand
Est à noter que le ruisseau venant de la Duchère en la rivière de Saône endommage beaucoup et y requiert notables réparations. Voyons pour finir les risques liés aux versants, dont je rappelle qu'ils sont souvent très abrupts dans le secteur lyonnais, sachant qu'ils ont en plus une géologie favorable à l'instabilité. Avec ici, toujours sur le site de la rue Bergeon à Vèze, l'exemple d'une coulée de boue reconnaissable au mélange de boue très fine et de gros galets, on parle de lave torrentielle, et qui serait d'époque médiévale. Puis ici un exemple tiré d'archives, nous sommes cette fois-ci du côté de Saint-Just et sur le versant de la colline de Fourvière, qui, le 22 juillet 1676, connut des ravages extraordinaires causés par les eaux d'une pluie subite et violente, lesquelles ont produit des inondations et torrents, dont les chutes ont emmené les terres jusqu'au bas de la dite montagne, contre les murailles des maisons. Et enfin, pour conclure, à droite, la photo des voûtes du Puy d'Aîné, situées au-dessus du quartier Saint-Georges dans le Vieux-Lyon, en haut d'un versant très abrupt de la colline de Fourvière. Cet ouvrage antique, à l'architecture caractéristique, on remarque par exemple les assises horizontales de briques que l'on retrouve au théâtre et dans l'amphithéâtre des Trois Gaules, indique que les Romains construisaient de façon à lutter contre l'instabilité du terrain, avec notamment de profondes galeries de confortement dont on voit ici les extrémités. Et bien voilà, j'ai terminé avec ce rapide panorama des risques naturels à Lyon. Et nous vous proposons de poser vos questions ou de faire vos remarques s'il y en a, soit sur la page Facebook du musée, soit sur la messagerie du service archéologique de la ville de Lyon. J'essaierai d'y répondre dans les plus brefs délais. Je vous remercie de votre attention.